Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de France Info. Dans quelques instants, le journal avec vous, Élodie Largenton. Bonjour. Bonjour Maria. Bienvenue. Alors, une demi-heure très riche en infos. Tous nos chroniqueurs seront en plateau. On parlera passe sanitaire avec David Codouy, rentrée sociale avec David Delos et entre autres musique avec Alix Dauge. Mais avant ça, les titres avec vous, Élodie. Le bilan s'alourdit à New York. Les pluies torrentielles de la tempête Ida ont fait au moins 44 morts dans la région. C'est tout l'est des États-Unis qui est sous le choc ce matin. Des écoles rénovées et expérimentales à Marseille, annonce d'Emmanuel Macron. Visite dans la cité phocéenne. Le chef de l'État a présenté ses projets pour relancer la deuxième ville de France et l'accent est donc mis notamment sur l'éducation. Marseille qui accueille aujourd'hui le Congrès mondial de la nature. Plus besoin d'alerter, on le constate tous les jours cet été. Entre inondations et incendies, il y a urgence à défendre une planète mise à mal par l'activité humaine. Et puis une moisson de records pour les tricolores aux Jeux paralympiques. Le cycliste Kevin Lecunff offre ce matin une 8e médaille d'or à la France. Il s'est imposé dans la course en ligne. Des scènes de chaos à New York. La ville a été surprise par la tempête Ida, des pluies et des crues soudaines. Le bilan est lourd et encore provisoire. 44 morts dans la région. Julie Vitaline. Dans le chaos semé par la tempête, ils font partie des chanceux. Des familles entières qui ont survécu, évacuées par les secours en bateau après une nuit de cauchemar. Je sais qu'on a tout perdu, mais c'est juste du matériel. Ça, on peut le réparer. Car à mesure que l'eau se retire, des corps sans vie continuent d'être découverts dans un état dévasté. Portés par le courant, des débris gigantesques dérivent. Des milliers de voitures ont été submergées. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des pluies torrentielles historiques ont transformé le visage de New York et sa région. Dans cette ville de banlieue très touchée, ce garagiste est sous le choc. Il a tout perdu en quelques heures. J'ai vraiment le cœur brisé par ce qui s'est passé. Je ne sais même pas comment je vais me remettre de tout ça. Selon un bilan provisoire, l'ouragan Ida pourrait être la catastrophe météorologique la plus coûteuse de l'histoire. Ces pluies diluviennes, elles sont donc dues à la tempête Ida qui avait déjà frappé la Louisiane il y a quelques jours, c'était dimanche dernier. Là-bas, on déplore plusieurs décès et des dégâts considérables. On retrouve Loïc Delamornay à New York. Loïc, Ida a surpris le pays entier. Oui, des New-Yorkais ici, encore sous le choc du très lourd bilan, eux qui n'imaginaient pas une seconde que l'ouragan Ida, parti des côtes de Louisiane, aurait pu les frapper près de 2000 km plus au nord avec une telle violence. C'est la raison pour laquelle Joe Biden a pris l'Amérique à témoin, disant que c'était bien la preuve que le réchauffement climatique était une réalité et qu'il fallait que tout le pays s'y prépare. Un Joe Biden qui aujourd'hui, vendredi, se rend justement en Louisiane à la rencontre des sinistrés. Le président américain, vous le savez, a lancé un grand plan d'infrastructure pour préparer la transition énergétique. Il y a un changement des mentalités. Il y a encore quelques années, seule une minorité d'Américains pensaient que l'homme était le premier responsable du changement climatique. Aujourd'hui, ils sont 57%. Il y a donc un mieux. Mais dans le même temps, encore une majorité d'Américains pensent qu'en tout cas, ce réchauffement climatique ne les touchera pas, ne les atteindra pas personnellement dans leur vie quotidienne. Ça montre qu'il y a encore du chemin à faire pour l'éveil des consciences. On passe à l'actualité en France, évidemment, du côté de Marseille. Oui, hier soir, Emmanuel Macron a donné les détails de son projet pour aider la cité phocéenne. L'éducation est un axe majeur avec 174 écoles à rénover. Le chef de l'État souhaite également y expérimenter l'école du futur. Un projet qui suscite déjà des réactions. Chloé Barbeau. Bonjour mademoiselle. C'est l'une des principales annonces du chef de l'État hier à Marseille. La réhabilitation de 174 écoles délabrées. Pas à l'identique, mais en veillant à proposer des locaux modulables, adaptés aux pratiques aussi sportives, artistiques, aux innovations pédagogiques. Le montant de cette enveloppe consacrée aux rénovations n'a pas été communiqué. Autre annonce du chef de l'État, la possibilité pour les directeurs de 50 écoles de choisir leur équipe pédagogique. Cette expérimentation dès la rentrée 2022 inquiète certains syndicats. Et en fait, il annonce le dynamitage de l'école de la République à Marseille. Nos élèves ne sont pas des enfants à mettre dans des laboratoires. Si cette expérience est concluante, elle pourrait être généralisée dans d'autres territoires.
Et David Lefort sera avec nous tout à l'heure pour parler science. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui se tient jusqu'au 11 septembre à Marseille le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, auquel Emmanuel Macron va assister, un événement qui se déroule tous les 4 ans. Et pour illustrer cette participation, il va se rendre dans les Calanques. Oui, exactement, tout à l'heure, les Calanques où là aussi la biodiversité est menacée. Alors certaines communes ont expérimenté cet été des jauges de fréquentation. On voit cela avec Alexandre Chauveau. Jusqu'à 2500 visiteurs par jour à Sormiou, un parking plein et une plage où il est difficile de poser sa serviette. La situation lasse les habitants qui, au fil du temps, voient le littoral se dégrader. On en a un peu ras-le-bol et on aimerait qu'il y ait moins de publicité parce que les gens s'imaginent que la Calanque est un coin idyllique. Alors le cadre est idyllique, mais malheureusement, on n'a plus la sérénité qu'on a connue précédemment. Alors pour limiter la fréquentation qui a doublé en un an et protéger le site, le parc national prévoit d'instaurer une jauge de visiteurs. À Ansuès-la-Redonne, la municipalité a déjà mis en place un barrage à 2 km en amont des Calanques. Obligation pour les touristes de marcher 20 minutes ou d'emprunter une navette au nombre de places limitées. On ne peut pas empêcher les gens de venir dans nos belles Calanques. Voilà. Donc c'est là qu'on a aussi, avec la métropole, travaillé. On a rajouté les navettes, vous venez de la voir, qui permet une fois par heure de descendre les gens. Les habitants, eux, savourent le retour à la tranquillité. L'écosystème aussi. Dans les Calanques d'Envaux, l'amarrage des bateaux de plaisance a d'ores et déjà été interdit pour protéger les fonds marins. Il ne reste plus beaucoup d'espoir dans les Ardennes de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret en 2003. De nouvelles fouilles vont être menées aujourd'hui. Mais depuis le début de la semaine, Christophe Gascard, il n'y a pas eu d'avancée. Oui, les recherches entamées lundi sont pour le rester infructueuses. Comme les fois précédentes, les pelleteuses ont donc ratissé ces 4 hectares de forêt. L'objectif était de trouver justement le moindre indice qui permet d'identifier l'endroit où la petite Estelle Mouzin a été enterrée en 2003. Mais la difficulté, c'est que tout repose désormais sur les indications de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série qui est décédée depuis. Mais il semble qu'elle ne veut pas livrer ses secrets. C'est ce que nous a expliqué l'avocat de la famille d'Estelle Mouzin. Selon lui, elle parle, mais elle se refuse à donner des détails. On a l'impression malgré tout qu'elle reste une manipulatrice, a-t-il ajouté. En tout cas, si rien n'est trouvé, cette 7e campagne de fouilles va s'achever et elle pourrait être la dernière dans ce secteur. L'actualité en France est aussi la grogne, l'opposition au pass sanitaire. On va en parler dans quelques instants à 6h42 avec Daïk Odouy. Oui, hier, le chef de l'État a indiqué que ce pass sanitaire, il pourrait être obligatoire au-delà du 15 novembre, selon la situation sanitaire. De nouvelles manifestations sont prévues un peu partout dans l'Hexagone demain. Et en Outre-mer, la grogne prend de l'ampleur, Alexandre Chauveau. Des salariés de l'aéroport Félix Éboué en grève. Ils s'opposent à l'obligation du pass sanitaire sur leur lieu de travail, instauré à partir de la mi-septembre en Guyane. On craint à partir du 16 qu'on ne puisse pas venir travailler parce que nous ne sommes pas tous vaccinés. Nous n'avons pas la vaccination sur le chemin vaccinal. Et les tests ? Alors le test, oui d'accord, le test c'est bien quelque chose, mais on ne va pas faire un test tous les 3 jours. Et en plus, il sera payant. Le blocage intervient alors que la pression hospitalière reste élevée dans le département. 99 personnes étaient toujours hospitalisées hier, dont 27 en réanimation. En Guadeloupe aussi, les chiffres inquiètent les autorités. Plus de 3000 nouveaux cas ont été détectés la semaine dernière. Ici, c'est un appel à la grève générale qui a été lancé par les pompiers contre l'instauration du pass sanitaire au travail. Aucun syndicat ne pourrait être d'accord avec un tel recul des acquis sociaux et du Code du travail. Je crois que ce sont des mesures coercitives sans précédent. À leur côté, une dizaine d'associations et de syndicats bien décidés à hausser le ton contre la gestion de la crise sanitaire. Pour rappel, en Outre-mer, la mise en application du pass sanitaire pour le personnel soignant ne se fera qu'à la fin de la 4e vague. À Paris, plus de 600 migrants ont installé des dizaines de tentes dans le parc André Citroën, juste derrière la préfecture de la région. On retrouve tout de suite Muriel Jans sur place. Muriel, ce campement, c'est en fait une action pour obtenir une prise en charge, un hébergement, c'est ça ? Oui, exactement. Ces 600 migrants ont passé leur deuxième nuit ici dans ce parc du 15e arrondissement. Alors il y a des femmes, des hommes et puis une cinquantaine d'enfants qui demandent un logement, une action qui est soutenue par le collectif Réquisition. On connaît ce collectif. Il a déjà entamé une dizaine d'actions dans la capitale et puis en Ile-de-France. On se souvient cet été de l'occupation de la plage des Vosges. Alors on a rencontré ici des Somaliens, des Éthiopiens, des Guinéens qui sont parfois sur le sol français depuis 20 ans, qui parfois travaillent
travaillent, les enfants sont scolarisés. Le collectif demande des logements pour ces personnes. Il estime qu'il faut réquisitionner. Selon eux, il y a 400 000 logements libres dans la région Île-de-France. Merci Muriel pour ces précisions en direct donc du parc André Citroën à Paris. On passe au sport. Manuel Tessier sera avec nous dans quelques minutes. Mais quelle équipe de France paralympique! Encore une médaille d'or cette nuit à Tokyo. Mais quelle équipe! Ouais, ça fait 48 médailles, dont 8 en or, déjà récoltées, contre seulement 28 lors des derniers Jeux de Rio en 2016. Un compteur qui peut encore grimper alors qu'il reste 2 jours de compétition. Les précisions de Tokyo de Margot Subra-Gomez. Bonjour à tous, vous l'avez suivi sur nos antennes, le compteur des médailles françaises s'est quelque peu emballé ces derniers jours à Tokyo. 48 médailles, l'objectif de 35 médailles fixé par la Fédération française de handisport est donc largement dépassé. De même que le résultat de la délégation française à Rio en 2016, la France avait alors glané 28 médailles. Mais vous le savez, c'est le nombre de médailles d'or qui détermine le classement des nations. Et ça tombe bien, cette nuit, Kevin Lequinf est monté sur la plus haute marche du podium en paracyclisme. Cette belle moisson, elle est due à une nouvelle génération d'athlètes qui a émergé ces dernières années. Pour beaucoup d'entre eux, Tokyo, c'est leur première participation aux Jeux paralympiques. La journée d'aujourd'hui, elle réserve encore un beau programme aux Français. D'abord en para-tennis de table. C'est la discipline qui a rapporté le plus de médailles à la France depuis le début de ces Jeux. Et ça ne va pas s'arrêter là. Vous pourrez suivre vers 10h, heure française, la finale homme par équipe contre la Corée du Sud. Et puis notre porte-drapeau, Stéphane Houdet, il disputera la finale du double messieurs en tennis fauteuil avec son partenaire Nicolas Peyfer. Et c'est à suivre dans quelques minutes sur les antennes de France Télévisions. Le sport encore avec Kylian Mbappé qui quitte les Bleus prématurément. L'attaquant star de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain est touché à un mollet. Il a été rapatrié par son club qui craignait une aggravation de sa blessure. Il loupera donc les 2 prochains matchs face à l'Ukraine demain soir puis face à la Finlande mardi. Du tennis avec l'US Open et Gaël Monfils, seul rescapé. Regardez comme ils sont tous concentrés là, regardez la balle. Merci beaucoup Elodie, à tout à l'heure. On passe à vous. Bonjour Daïk Odoui. Bonjour Myriam Bounafa. Très heureuse de vous recevoir ici. Votre édito politique aujourd'hui, vous nous proposez dans votre décryptage de s'arrêter sur le sondage Odoxa Backbone Consulting. C'est très Frenchy pour France Info de ce vendredi, consacré à l'opinion des Français sur le pass sanitaire. Alors, soutiennent-ils cette mesure mise en place depuis un mois? Sondage réalisé auprès de 1005 Français par Internet. Les Français, ils approuvent le pass sanitaire aux 2/3. Mais ce qui est intéressant, alors qu'Emmanuel Macron, hier, a évoqué la possibilité de prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, si la situation épidémique l'exigeait, vous le voyez, 61% des personnes interrogées approuveraient cette éventuelle prolongation. Alors, Daïk, Emmanuel Macron tire-t-il profit politiquement de ce soutien au pass sanitaire? Alors ça, on va un peu vite en besogne, c'est la dernière question. Avant, on va voir s'il en tire profit. D'ailleurs, qu'est-ce que les Français pensent des opposants au pass sanitaire qui vont manifester encore demain? C'est important, demain, la date du 4 septembre, parce qu'ils espèrent relancer la machine. Vous voyez, 57% des Français estiment que ce mouvement n'est pas justifié. Mais attention à l'ensemble des tranches d'âge, parce que sur les plus jeunes, les 24-35 ans, là, il y a une majorité de Français, les 2/3, qui estiment que ce mouvement est justifié. Alors, quand on leur demande les qualificatifs pour juger les manifestants, 61% disent qu'ils sont inconscients, 59% égoïstes, mais il y en a quand même 50% qui jugent qu'ils sont utiles parce qu'ils permettent un débat sur la vaccination. Alors, on va être très attentif et demain, on aura évidemment des équipes France Info sur place parce que cette rentrée-ci, le 4 septembre, vous le disiez, grosse manifestation des antipasses. Alors, Emmanuel Macron, c'est bon pour lui ou pas? Alors, c'est partagé avec des raisonnements assez compliqués. 49% des Français estiment que la mise en place du pass sanitaire est un échec parce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à convaincre les Français d'aller se faire vacciner. Mais 48% considèrent que c'est un succès parce que c'est une forme de contrainte qui a permis d'accélérer la vaccination au cours de l'été. Merci Daïk Odoui pour ces précisions.